5 millions de crocodiles, un chiffre trop grand pour être cru, et pourtant assez net pour devenir une équation politique au cœur du Sahel. Sous des rivières asséchées et des villages qui attendent dans la pluie, Ibrahim Traoré parie sur une idée simple et dangereuse à la fois. Si l'eau façonne la souveraineté, alors restaurer l'écologie revient à restaurer la liberté. Pourquoi ce pari dérange-t-il tant les observateurs, lorsqu'il ne promet ni reptiles lâchés ni miracle, mais un cadre numérique pour réapprendre le fleuve? Parce qu'ici, la science ne cherche pas l'autorisation, elle mesure le courage. Le Burkina Faso n'a pas promis des miracles, mais un modèle. Prouver que la souveraineté écologique peut naître d'une simulation et non d'une subvention. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce plan n'a rien d'un spectacle exotique. Il s'agit d'un test de souveraineté scientifique. Si un État africain peut recréer ses rivières virtuellement, alors il peut aussi redessiner ses politiques, son économie et sa fierté. Le bénéfice est simple. Une nation qui apprend à restaurer son eau n'a plus besoin de demander la permission pour respirer. Les sceptiques parlent d'utopie, mais chaque algorithme du projet trace la preuve inverse. Le réalisme peut être africain. Et si la nature devenait la nouvelle frontière de l'indépendance? Voilà le pari, mesuré, risqué, mais lucide, d'un continent qui refuse d'attendre. Tout a commencé par une annonce étrange, presque trop calme pour la tempête qu'elle allait provoquer. 5 millions de crocodiles simulés, projetés dans un modèle écologique numérique, couvrant tout le Sahel. En apparence, rien qu'un exercice scientifique. En réalité, une déclaration politique, la plus radicale depuis des décennies au Burkina Faso. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Sahel Ecological Recovery Model a dévoilé un concept audacieux. Utiliser la simulation pour mesurer comment le retour virtuel d'un prédateur pouvait rééquilibrer des rivières mourantes. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Selon les premières modélisations, la stabilité hydrique pourrait croître de 28%, la biodiversité de surface de 15% et la turbidité des eaux baisser d'un tiers. Mais au-delà des pourcentages, c'est la narration qui fascinait. Un pays enclavé, souvent décrit comme fragile, devenait soudain un laboratoire d'idées planétaires. Dans les villages de pêcheurs du Nord, les anciens voyaient dans ce projet le retour d'un symbole ancien, le crocodile sacré, gardien des eaux perdues. Dans les universités, les étudiants y lisaient une revanche intellectuelle contre des décennies de dépendance scientifique. Et dans les chancelleries étrangères, l'inquiétude montait. Si le Burkina Faso réussissait à prouver qu'un modèle africain pouvait redéfinir les règles de la conservation, que resterait-il de la hiérarchie mondiale du savoir? Le paradoxe des chiffres s'imposait. Plus la simulation avançait, plus la réalité semblait bouger. Ainsi naquit le vrai enjeu. Ce modèle n'était pas qu'un outil technique, mais une expérience politique grandeur nature. L'eau, ici, devenait mémoire, la science, un langage d'émancipation, et chaque ligne de code, une revendication silencieuse. L'Afrique n'a pas besoin qu'on la sauve, elle a besoin qu'on la laisse imaginer. Pour que l'idée prenne corps, Ibrahim Traoré savait qu'il fallait plus qu'un manifeste. Il lui fallait des voix locales, celles qui avaient vu les rivières mourir lentement. C'est ainsi qu'un groupe de jeunes chercheurs de Ouagadougou et d'agriculteurs du Sénat se sont unis. L'un avec des algorithmes, l'autre avec la mémoire du sol. Leur mission? Tester la logique du modèle sur des canaux abandonnés. Dans les premières semaines, ils ont cartographié les nappes phréatiques, mesuré la température des sols et simulé la vitesse de diffusion de l'eau. Les résultats, modestes mais tangibles, ont allumé une étincelle. Le sable retenait l'humidité un peu plus longtemps, les algues réapparaissaient, et quelques oiseaux revenaient. Un ingénieur nota dans son carnet. Ce que nous simulons sur l'écran commence à respirer dehors. C'était peu, mais c'était réel. Et dans ce réalisme naissant, le projet gagnait une forme de crédibilité que même ses adversaires ne pouvaient ignorer. Les médias locaux parlèrent d'un laboratoire du courage, une métaphore qui remplaçait enfin le vocabulaire de la misère par celui de la maîtrise. Et c'est là,
dans cette jonction fragile entre la donnée et la terre, que la promesse du projet trouva son ancrage. L'espoir, ici, n'était plus une émotion, mais une méthode. Car dans chaque simulation réussie, se dessinait une leçon plus vaste. Si une idée peut faire reverdir un écran, alors elle peut, un jour, faire reverdir un continent. Tout s'accéléra dès la première diffusion publique du modèle. Sur les écrans de la télévision nationale, le ministère de l'Environnement montra les rivières virtuelles renaître en bleu lumineux, serpentant à travers les sables du Sahel. Ce jour-là, l'idée qu'on avait qualifiée de délire devint réalité numérique. Les réactions furent immédiates. Les médias occidentaux crièrent au fantasme écologique, tandis que les scientifiques africains parlaient d'une révolution intellectuelle. Dans son allocution du soir, Ibrahim Traoré ne parla ni de reptiles, ni de miracles, mais d'un principe. Nous devons soigner notre terre sans demander la permission. Cette phrase, sobre et calme, embrassa le pays. Les jours suivants, les universités ouvrirent des ateliers crocodiles où étudiants et ingénieurs étudiaient les simulations hydrologiques. À Waiguya, un professeur expliqua que chaque ligne de code représentait un souffle d'eau rendu au désert. Dans les villages, on débattait à la radio. Était-ce vraiment de la science ou une métaphore politique ? Sur le terrain diplomatique, la tension monta. Un éditorial européen titra « Du mythe au militarisme vert », insinuant que le modèle cachait une stratégie d'influence. En réponse, un chercheur burkinabé rappela que l'Europe avait réintroduit les loups à Yellowstone sans être accusée de démesure. Ce contraste alimenta un sentiment de double standard. Ce que l'Occident appelle visionnaire devient, en Afrique, suspect. Dans les semaines suivantes, 3 événements clés marquèrent le tournant. D'abord, la publication d'un rapport scientifique montrant que les zones simulées avaient permis de reconstituer des flux de nutriments dans des bassins réels via des pratiques inspirées du modèle. Ensuite, la fuite d'un mémo diplomatique européen révélant que certains bailleurs craignaient une perte d'influence financière si l'Afrique développait ses propres outils écologiques. Enfin, la réponse publique de Traoré, brève mais tranchante. Si nos idées les effraient, c'est qu'elles fonctionnent. Ce fut l'instant de bascule. La proposition scientifique se mua en mouvement populaire. Des graffitis apparurent sur les murs de Ouagadougou. 5 millions de crocodiles, 5 millions d'idées libres. Des pays voisins, Mali, Niger, Ghana, demandèrent à étudier le modèle. Et pour la première fois, un projet africain naissait non de la charité, mais de la conviction. À partir de là, chaque jour apportait un nouvel écho. Articles, débats, marches étudiantes. Les rivières virtuelles devenaient un miroir pour l'imagination. Certains disaient que le Burkina Faso était en train d'écrire la première doctrine écologique africaine. D'autres murmuraient que c'était le début d'un séisme silencieux, celui d'un continent qui ose penser par lui-même. Derrière la poésie du projet se trouvait une rigueur méthodologique que nul ne pouvait ignorer. Sous la supervision du ministère de la Transition écologique, les chercheurs burkinabés établirent 3 indicateurs clés: la capacité de rétention d'eau des sols, la variation de biodiversité aquatique et la stabilité des microclimats autour des lits fluviaux. Les premières simulations révélèrent un écart baseline delta de plus 127% sur la rétention hydrique, plus 18% d'augmentation des espèces observées et une baisse moyenne de 2,6 dans les zones testées. Chaque nombre fut discuté, disséqué, comparé, mais tous pointaient vers la même réalité. La nature répondait à la logique plus qu'au scepticisme. Un chercheur, interrogé sur la validité des résultats, répondit avec calme: « Ce ne sont pas les crocodiles qui importent, c'est l'idée de restaurer le rôle du prédateur dans la chaîne d'équilibre. » Dans cette phrase se trouvait la clé du modèle. L'équipe de Ibrahim Traoré n'avait pas libéré des animaux, mais une hypothèse. Si l'on recrée virtuellement les mécanismes du vivant,
on peut réapprendre à construire la stabilité écologique réelle. Les laboratoires de Ouagadougou publièrent ensuite une étude croisée avec l'Université de Ghana. Sur 30 bassins comparés, ceux intégrant les principes du modèle affichaient une baisse de 12% du taux d'eutrophisation et une croissance de 21% de la biomasse végétale. Les chiffres étaient clairs, mais c'est leur portée symbolique qui bouleversa le débat. Pour la première fois, les données africaines entraient dans la discussion mondiale sans médiation occidentale. Un éditorial scientifique en Europe reconnut: l'innovation du Burkina Faso réside moins dans la technologie que dans la souveraineté intellectuelle qu'elle affirme. C'était une validation implicite, mais puissante. Les chercheurs locaux comprirent qu'ils avaient franchi un seuil, celui où la science africaine cesse de commenter et commence à définir. Et tandis que les sceptiques continuaient de dénoncer un rêve numérique, le modèle gagnait du terrain. Les simulations hydrologiques étaient désormais ouvertes en open source. Les écoles rurales les utilisaient pour enseigner la logique des flux d'eau. Une génération apprenait à coder les rivières avant même de les voir couler. C'était plus qu'une expérience, c'était une transmission. Ce basculement, Ibrahim Traoré le résuma dans une phrase restée célèbre. La donnée est si la nouvelle graine. Et cette graine, plantée dans le désert, commençait à germer. Chaque idée qui dérange attire ses adversaires. Le modèle du Burkina Faso, malgré ses succès initiaux, n'échappa pas à la règle. Deux camps émergèrent solides, bruyants, sincères. Le premier, celui des technocrates prudents, affirmait que la simulation restait un jeu abstrait. Selon eux, aucun modèle virtuel ne pouvait prédire les réactions complexes des écosystèmes réels. On ne restaure pas un fleuve avec un algorithme, lança un conseiller européen. Ces critiques invoquaient la rigueur scientifique pour contenir l'enthousiasme. Ils craignaient l'illusion du contrôle, l'hubris technologique, le risque d'un dieu numérique façonnant la nature à son image. Le second camp, les réalistes souverains, leur répondit avec la même froideur des données. Le modèle ne prétendait pas remplacer la nature, mais comprendre ses logiques pour les imiter. Une biologiste burkinabé cita en précédent: après la réintroduction des alligators en Floride, la biodiversité locale avait augmenté d'un tiers. Pourquoi refuser à l'Afrique ce que l'Occident célèbre comme innovation ? Demanda-t-elle. Entre ces deux visions, Ibrahim Traoré choisit le terrain du milieu, ferme mais mesuré. Il reconnut que le risque existait, mais que l'immobilisme emportait un plus grand encore, celui de dépendre éternellement des paradigmes importés. Sa stratégie: ouvrir les données, rendre les modèles publics, inviter les universités africaines à les auditer. Le débat de scientifiques devint philosophique. Fallait-il attendre que le monde valide l'expérience avant d'agir, ou fallait-il prouver que l'Afrique pouvait définir ses propres seuils de prudence? La réponse, cette fois, ne viendrait pas des laboratoires, elle viendrait du peuple. Et dans ce tumulte de contradictions, le projet gagna paradoxalement en force. Chaque critique rendait le modèle plus visible, plus vivant. Car une idée qui résiste devient une vérité qui s'installe, un silence avant la vague. C'est ainsi que les observateurs décrivirent le moment où le projet franchit son midpoint. Ni triomphe, ni échec, mais une suspension pleine de tension. Dans la capitale, une phrase d'Ibrahim Traoré fit basculer le ton. « Nous ne relâchons pas des crocodiles, nous libérons des idées. » 8 mots, un écho. Le pays entier les répéta. Cette ligne, reprise sur les réseaux et peinte sur les murs, transforma le débat. Le modèle cessa d'être un schéma scientifique pour devenir un symbole social. Les étudiants y virent une renaissance intellectuelle. Les paysans, un rappel que leur terre n'était pas condamnée. Même certains diplomates, jadis sceptiques, commencèrent à parler de vision souveraine. Le tournant n'était pas technique, il était moral. L'Afrique cessait d'attendre qu'on la définisse. Et dans ce moment suspendu, quelque chose de rare apparut. Une confiance partagée entre le peuple, la science et le pouvoir. Un fil ténu, mais solide, celui d'une idée devenue mouvement. Le modèle n'était plus une curiosité scientifique.
Ces ondes se propageaient désormais dans la vie quotidienne, dessinant 4 cercles d'impact, chacun révélant une part différente du Paris de Ibrahim Traoré. Sur le plan national, dans les campagnes du Sahel, des projets pilotes inspirés du modèle furent lancés. Les coopératives locales utilisèrent les cartes hydrologiques pour réhabiliter d'anciens canaux d'irrigation. En 6 mois, une trentaine de villages signalèrent un retour partiel d'humidité dans les sols. Les écoles intégrèrent un module sur la souveraineté écologique. Apprendre aux enfants que l'eau est un bien politique autant que naturel. Sur le plan économique, les données ouvertes par le programme attirèrent des startups d'énergie verte. Des ingénieurs du Bénin et du Niger rejoignirent l'initiative. Une étude interne estima que la valorisation du data territoire pourrait générer l'équivalent de 2% du PIB national d'ici 2 ans. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des aides climatiques, devenait exportateur de savoir. Sur le plan diplomatique, au sein de l'Union africaine, plusieurs États demandèrent à reproduire le protocole. Mais cette indépendance naissante dérangea certains bailleurs occidentaux, inquiets d'un modèle hors supervision. Des fuites révélèrent que certaines ONG internationales envisageaient de reconditionner leur financement pour conserver un droit de regard. Traoré répondit sans détour. « Nous collaborerons, mais pas sous tutelle. » Sa voix, calme mais ferme, fut saluée dans les capitales africaines. Sur le plan culturel, l'impact le plus durable fut celui des symboles. Des chansons, des poèmes, des fresques murales apparurent dans tout chiite, dans tout le pays. Le crocodile, autrefois signe de crainte, devint emblème de résilience. Les artistes y virent la métaphore d'un peuple qui réapprend à se mouvoir entre l'eau et le feu, entre la mémoire et l'avenir. Mais sous cette effervescence, une question persistait. Jusqu'où une idée peut-elle aller avant de menacer l'équilibre qu'elle cherche à restaurer? Car plus le modèle gagnait en influence, plus il exposait le pays à des pressions invisibles, économiques, diplomatiques, idéologiques. Et c'est là que commença la deuxième moitié de l'histoire, celle où les convictions devaient affronter la réelle politique. À mesure que le modèle du Burkina Faso gagnait en notoriété, les analystes commencèrent à dessiner 3 chemins possibles, 3 futurs entre promesses, prudence et péril. Dans un autre scénario, Bayes. Le pays consolide le modèle comme outil académique. Les simulations se multiplient, les universités africaines coopèrent. Les résultats sont intégrés dans des programmes de développement durable régionaux. Le Burkina Faso devient un hub de formation en écologie numérique, tout en gardant son indépendance méthodologique. Dans ce scénario, la souveraineté se cultive lentement, comme une graine protégée des vents extérieurs. Dans un autre scénario, optimiste, le projet inspire une doctrine continentale. Si les gouvernements voisins adoptent la même approche, les institutions africaines pourraient former un réseau de laboratoires coordonnés. En 6 à 12 mois, une charte panafricaine de la restauration écologique pourrait voir le jour. Un texte déclarant que la maîtrise des données naturelles relève d'un droit de souveraineté, non d'un privilège d'experts. Ce scénario suppose une union rare, mais pas impossible, autour d'un idéal commun. Dans un autre scénario pessimiste, les financements étrangers se retirent, la pression diplomatique monte, et le projet devient symbole de résistance plus que de recherche. Si cela arrivait, le risque serait double. Perte de ressources, mais gain d'identité. L'Afrique pourrait y voir une raison d'aller plus loin encore. Si le monde ferme la porte, construisons la nôtre. Dans chacun de ces futurs, Ibrahim Traoré occupe le même point fixe, celui d'un leader qui préfère la patience à la posture. Et si le modèle échouait, alors il aurait prouvé qu'un échec africain peut être aussi noble qu'un succès importé. Parce que le vrai pouvoir, parfois, n'est pas de prévoir l'avenir, mais d'oser en dessiner la forme. Pour beaucoup, l'histoire du modèle n'est plus seulement celle d'un pays, mais d'un miroir. Elle renvoie à chacun la même question.
Que ferions-nous si notre terre mourait sous nos yeux? Cette question, Ibrahim Traoré l'a posée sans pathos, sans décor héroïque, juste avec la conviction tranquille qu'aucune politique n'a de sens si elle ne parle pas du sol qui nous porte. Dans les salles de classe, les élèves dessinent des rivières, avec des lignes de code. Dans les marchés, les maires évoquent les hauts à venir, comme d'autres parlent des récoltes. Et dans les cafés des villes, les jeunes débattent d'écologie comme on débattait autrefois de liberté. Ce glissement du langage, imperceptible mais profond, marque un tournant. Le climat n'est plus un concept, mais une expérience collective. Les sceptiques y voient une contagion idéologique, les pragmatiques, une évolution culturelle, mais pour les habitants, c'est simplement une manière de respirer ensemble. Un agriculteur confia à un journaliste « On nous a appris à attendre la pluie. Maintenant, on apprend à la provoquer. » Cette phrase, simple et lumineuse, résume tout. L'écologie n'est pas un luxe, c'est un acte de dignité. Et si le monde écoutait ce murmure venu du Sahel, peut-être comprendrait-il que la souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive, comme une graine, comme une idée. Le modèle du Sahel n'est pas resté une métaphore. Il s'est structuré, concrètement, en une feuille de route en 5 étapes, conçue par l'équipe d'Ibrahim Traoré et validée par un réseau de chercheurs ouest-africains. La première étape consiste à cartographier. Chaque bassin fluvial du Burkina Faso a été numérisé en haute résolution. Les données topographiques et hydrologiques sont rendues publiques, garantissant une transparence inédite. Ensuite, il faut simuler. Les laboratoires universitaires créent des écosystèmes virtuels afin de mesurer la réaction des sols à différents scénarios climatiques. L'objectif, comprendre avant d'intervenir. Puis vient la phase de restauration. Les communautés locales réhabilitent d'anciens canaux d'irrigation en suivant les recommandations des simulations. Les femmes sont au centre du processus, formées à la surveillance des nappes et à la collecte des données. Par la suite, on enseigne. Des modules éducatifs sur la souveraineté écologique sont intégrés dans les écoles rurales, unissant science et tradition. Un élève déclara « Un jour, nous codons ce que nos ancêtres priaient. » Enfin, il faut étendre cette approche. D'ici 3 ans, le Burkina Faso prévoit d'offrir son modèle en open source à l'ensemble du continent. Un projet africain écrit en Afrique, audité par l'Afrique. Cette démarche, claire et mesurable, transforme la foi en méthode. Et dans chaque étape résonne le même refrain, que l'indépendance la plus durable est celle qui sait écouter la nature avant de la diriger. Dans la plaine du Séno, un vieil homme montra à un journaliste une peinture murale. Un crocodile doré glissant dans une rivière verte. En dessous, une phrase simple. L'Afrique récupère l'eau. C'était plus qu'un slogan, c'était un rappel. L'animal autrefois craint, puis oublié, redevenait gardien, témoin, mémoire. Ibrahim Traoré, lui, parlait moins. Son dernier discours se limita à 12 mots. On nous croyait stériles, nous étions seulement en dormance. Ces mots, gravés dans la pierre du ministère, furent repris dans tout le pays. Le symbole avait bouclé la boucle. Ce qui avait commencé comme une idée numérique se muait en mythe fondateur. Un pays désertique devenait un récit d'abondance, non pas grâce à la pluie, mais grâce à la persévérance. Et dans le calme revenu du Sahel, on pouvait presque entendre ce murmure. Les fleuves ne meurent pas. Ils attendent qu'on se souvienne d'eux. Alors que les projecteurs du monde s'éteignent peu à peu, le Burkina Faso continue son œuvre silencieuse. Aucune victoire n'est proclamée, aucun triomphe affiché. Seulement une constance tranquille. Le modèle, désormais ouvert à tous, voyage de village en village, de continent en continent. Ce n'est plus une simulation, c'est un langage partagé. Ibrahim Traoré conclut cette épopée par une invitation simple. Si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire sa propre écologie, rejoignez-nous. Pas un appel au nationalisme, mais à la dignité. Le crocodile n'est plus une bête, mais une idée. L'eau n'est plus une ressource, mais une mémoire. Et la science, enfin, redevient humaine, patiente, collective, indocile,
Alors, à ceux qui écoutent encore, la question demeure. Sommes-nous prêts à apprendre, comme eux, à guérir sans attendre l'autorisation? Parce que parfois, la plus grande révolution commence par une phrase chuchotée à voix basse.